Bien, donc j'ai appelé des nombres aux arbres. Cet exposé s'appelle des nombres aux arbres. Et dans les langages de programmation en général, on peut distinguer trois types de données. Il y a des données scalaires, qui sont les nombres, donc les nombres entiers, les nombres flottants, les booléens et les caractères. Donc, parfois, on met les chaînes de caractères là-dedans, c'est pas tout à fait exact, mais bon, disons, c'est les types les plus usuels. Et puis, il y a les types dynamiques, qui sont les types des arbres, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Et puis, entre les deux, il y a le type des tableaux, qui, en fait, techniquement, fait partie des types dynamiques, mais qui, d'un point de vue pédagogique, c'est utile de le distinguer. Et quand on enseigne la programmation à des débutants, souvent, on se limite au type scalaire et au type tableau. Si on se limitait au type scalaire, on pourrait vraiment faire très très peu d'exercices, faire des exercices uniquement avec des entiers et des flottants sans avoir de tableaux, de matrices, de choses comme ça. On ne peut pas faire beaucoup d'exercices, donc on inclut les tableaux, mais souvent on n'inclut pas les types dynamiques, ou même quand ils font partie de ce qu'on souhaite enseigner, on ne leur consacre pas énormément de temps. Alors pourtant, c'est dommage. Alors pour deux raisons. La première, c'est que ça oriente énormément les exercices. C'est-à-dire quand vous n'avez que des entiers et des flottants et des tableaux, eh bien assez naturellement, les objets que vous allez manipuler, ça va être des matrices qui sont bien connues pour des tableaux de nombres, ça va être des images qui sont également des tableaux de nombres, et donc vous vous orientez vers beaucoup des exercices d'algèbre et un peu de traitement d'images, mais vous excluez tout un tas d'autres types d'exercices qui peuvent être aussi intéressants pour les élèves. Et puis, il y a une deuxième raison pour vous intéresser aux arbres, c'est que le niveau monte. Donc, vous savez que dans 7 ans, les élèves qui vont arriver en maths sup auront fait de l'informatique en 5e, en 4e, en 3e, en seconde et en terminale. Et donc, ils auront déjà fait 5 ans d'informatique. Et donc, leur proposer simplement des exercices qu'on fait avec des nombres et des tableaux va être un peu insuffisant. Et donc, c'est le bon moment maintenant, pour être prêt dans 7 ans, de commencer à réfléchir à quel type d'exercice on peut faire avec des arbres. Alors d'abord, quelques définitions. Donc, les types scalaires, c'est, comme je le disais tout à l'heure, les booléens. Alors, ce qu'on appelle les types entiers, en fait, c'est des types qui sont des intervalles d'entiers. Il n'y a aucun type qui contient tous les entiers. Il y a les types de flottants et les types de caractères. Et essentiellement, ces types ont la propriété d'être finis. Il y a 2 booléens, il y a 2 puissance 32 ou 2 puissance 64 entiers dans les intervalles qu'on considère. Il y a un nombre fini de flottants, il y a un nombre fini de caractères. Ou une autre manière de dire ça, si vous préférez, c'est qu'une valeur booléenne entière flottante contient une quantité finie d'informations. Et la quantité d'informations qui est contenue dans une valeur d'un de ces types, c'est le log du cardinal du type. Donc, dire que l'un est fini ou que l'autre est fini, c'est la même chose. Bon, les types tableaux, vous savez, c'est un type qui contient, dont une valeur, c'est n valeurs scalaires. Une valeur de type tableau, c'est n valeurs scalaires. Et n est choisi au moment de la construction du tableau, au moment de l'allocation du tableau. Donc certes, les types de tableaux sont des types infinis, puisque par exemple, dans les tableaux d'entiers, vous avez le tableau qui contient 0 une fois, vous avez le tableau qui contient 0 deux fois, vous avez le tableau qui contient 0 trois fois, etc. Donc il y a une infinité de tableaux. Mais la quantité d'informations qui est contenue dans une valeur, elle est définie au moment où vous définissez le tableau, et après, c'est plus possible d'en changer. Donc individuellement, malgré tout, chaque valeur a une quantité finie d'informations, même si la quantité n'est pas bornée. Et puis les types dynamiques, comme les listes ou les arbres, eh bien, c'est des objets, c'est des types où les valeurs peuvent avoir une taille quelconque. Et non seulement cette valeur peut avoir une taille quelconque, c'est-à-dire qu'un arbre peut être plus gros qu'un autre, c'est-à-dire avoir une taille plus importante qu'un autre, mais également, cette taille change au cours du temps. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un arbre qui grandit, qui dynamiquement, c'est de là que vient le nom du type, vous avez une variable de type arbre qui contient successivement différentes valeurs qui ont des tailles différentes. Et donc, il y a un certain nombre d'opérations sur les arbres, c'est de transformer les arbres et transformer des petits arbres en des gros arbres.
Et donc ça permet une beaucoup plus grande diversité d'exercices. Et dans cet exposé, eh bien, je vais vous énumérer un certain nombre d'exercices. Alors certains, on va les faire, d'autres, je vais juste vous en parler. On va les approfondir de manière un peu différente. Alors, d'abord, commençons par définir ce qu'est un arbre. Donc, la définition habituelle, c'est qu'un arbre, c'est ou bien l'arbre vide, donc il y a un arbre particulier, comme il y a un ensemble vide, il y a un arbre vide, et puis les autres arbres, donc un arbre, c'est ou bien l'arbre vide, ou bien un triplet qui est formé d'une valeur et de deux autres arbres. Donc ici, je vous ai montré un arbre. Cet arbre, c'est un triplet qui est formé d'une valeur, c'est le 8 qui se trouve ici, et de deux arbres, c'est l'arbre bleu qui se trouve là et l'arbre rouge qui se trouve là. Et vous voyez que quand vous connaissez la valeur de la racine 8 et les deux autres arbres qui sont là, vous connaissez l'intégralité de cet arbre. Toute la partie en noir, c'est-à-dire ces deux arêtes ici, eh bien, vous pouvez la reconstruire. Donc ici, bien entendu, je me limite à des arbres binaires. Et si j'avais voulu faire des arbres dans le cas général, au lieu de dire deux autres arbres, j'aurais dû dire une suite finie d'arbres. Bien, donc quand vous regardez cette définition, un arbre est ou bien l'arbre vide, ou bien un triplet formé d'une valeur et de deux autres arbres, vous voyez que c'est une définition circulaire. Vous présupposez que vous savez déjà ce qu'est un arbre pour définir ce qu'est un arbre. Et si vous l'écrivez un peu plus mathématiquement, vous obtenez que l'ensemble des arbres A, c'est la réunion de l'arbre vide E, enfin du singleton qui contient l'arbre vide E, et de l'ensemble des triplets qui sont formés d'une valeur, donc j'ai appelé V l'ensemble des valeurs, et de deux arbres, donc A est défini comme étant égal à E union V croix A, et donc ça aussi c'est une définition circulaire. Donc c'est clairement pas une définition, mais vous pouvez voir ça comme une équation, et cette équation, c'est une équation au point fixe. Vous dites A égale F de A, où F, c'est la fonction qui a X associe E union V croix X. Et cette équation, qui est une équation au point fixe, A égale F de A, eh bien, elle a une plus petite solution. Il existe un plus petit point fixe qui est un plus petit point fixe de cet opérateur, et qui est la plus petite solution de cette équation. Et ce plus petit point fixe, c'est ça, c'est la réunion de tous les arbres qu'on obtient en appliquant cette fonction n fois à l'ensemble vide. Alors, quelle est cette fonction f? Eh bien, c'est la fonction f qui prend en argument un ensemble x et qui fabrique cet ensemble E union V croix X. Alors, on va construire ensemble ce plus petit point fixe. On commence par faire f0 de l'ensemble vide. Alors, f0 de l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. Donc, voici le premier ensemble d'arbres que l'on a. Donc, il n'y a aucun arbre. OK? Donc, maintenant, on prend cet ensemble d'arbres, l'ensemble vide, et on lui applique cette fonction. C'est-à-dire, ici, on remplace l'argument de la fonction par l'ensemble vide, et on a E union V croix l'ensemble vide. Ça fait E. Donc, maintenant, on a un deuxième élément de la suite qui contient, c'est un ensemble qui contient un seul arbre, qui est l'arbre vide. Attention, on a beaucoup progressé. Avant, on avait l'ensemble vide. Maintenant, on a le singleton qui contient l'arbre vide. Bien, maintenant, on a l'arbre vide. Et donc, on peut appliquer la fonction une nouvelle fois. Donc, V croix le singleton arbre vide, le singleton arbre vide. Donc là, vous avez autant d'arbres qu'il y a d'éléments dans V. Et vos arbres, la racine est étiquetée par un élément de V. Et puis, les deux arbres sont vides. Et vous avez aussi, en plus, l'arbre vide. Donc là, vous avez déjà une infinité d'arbres. Par exemple, vous avez cet arbre ici qui contient la valeur 6, et puis 2 fois l'arbre vide, et celui-là qui contient la valeur 5 et 2 fois l'arbre vide. D'accord? Et là, vous avez l'arbre vide, et là, vous avez une infinité d'arbres, à supposer que, par exemple, V, ça soit l'ensemble des entiers. G, c'est E et une infinité d'arbres indexés par les entiers. Alors ces arbres, on ne les écrit pas tout à fait comme ça. On ne met pas en général 2 traits noirs pour dire il n'y a rien. S'il n'y a rien, on ne met rien. Et donc on a juste on les note comme ça. Donc on a juste un rond qui est la racine de l'arbre et aussi la feuille. Et il y a un élément de V dedans. Bien, donc ça c'était la deuxième itération de la fonction. La troisième itération de la fonction, vous avez
cet ensemble ici qui contient maintenant l'arbre vide et tous les arbres singletons, tous les arbres qui ont une racine uniquement, et vous refaites ça. V croix A, croix A, donc A ici c'est l'ensemble qu'on vient de voir, et vous ajoutez l'ensemble vide, et donc qu'est-ce que vous obtenez ici? Vous obtenez un ensemble qui contient tous les arbres qui ont une hauteur de 1 au plus. Donc vous avez l'ensemble, l'arbre vide qui n'a pas de hauteur, tous les arbres singletons qui ont une hauteur 0, et maintenant vous avez en plus les arbres de hauteur 1. Hop, non, on était là, hop, les voilà. Donc vous avez ici toujours E qui est l'arbre vide, vous avez ici tous les arbres de hauteur 0, et maintenant vous avez tous les arbres de hauteur 1. Alors attention, celui-là par exemple, l'arbre droit est vide, donc je ne l'ai pas symbolisé, mais il appartient à l'ensemble. Et maintenant, si on applique la fonction une fois de plus, eh bien on va avoir tous les arbres qui ont une hauteur au plus 2. Donc voilà, vous avez ce nouvel arbre en plus, et ainsi que d'autres. Et vous voyez qu'en itérant la fonction ainsi, étape par étape, et en prenant la limite, c'est-à-dire en prenant la réunion, vous allez obtenir un ensemble d'arbres. C'est le plus petit point fixe de cette fonction. C'est la plus petite solution de cette équation. Bien, comment on définit ça dans un langage comme par exemple Python? Eh bien, ici, vous avez un type des arbres où vous indiquez qu'il y a, donc la classe s'appelle node, et vous indiquez qu'un nœud a 3 arguments qui sont ici à 3, enfin, un arbre et un triplet qui contient un champ value, un champ L et un champ R. Donc L, c'est le sous-arbre gauche, R, c'est le sous-arbre droit, et value, c'est la valeur. Donc là, on décalque exactement la définition où on dit un arbre, c'est un triplet formé d'une valeur et de 2 arbres. Et vous dites, mais là, il manque quelque chose, c'est qu'on a oublié de dire qu'il y avait aussi l'arbre vide. Donc là, on est juste en train de dire, un arbre, c'est un triplet formé d'une valeur et de 2 arbres, mais on avait dit, la vraie définition, c'est un arbre, c'est ou bien l'arbre vide, ou bien un triplet formé d'une valeur et de 2 arbres. Mais il s'avère que quand vous donnez cette définition en Python, vous définissez précisément, et c'est une chance, un type dont les valeurs sont ou bien des triplets formés d'un champ value, d'un champ L et d'un champ R, ou bien une valeur particulière qui s'appelle none. Et cette valeur, elle porte différents noms dans différents langages de programmation, elle s'appelle parfois nul, elle s'appelle parfois nil, mais bon, peu importe, il y a une valeur particulière, en plus de tous les triplets que vous avez définis. Et cette valeur, eh bien, on va l'identifier avec l'arbre vide, c'est nous qui allons prendre la décision que cette valeur représente l'arbre vide, parce que ça nous arrange bien d'avoir cette valeur au moment où on avait justement besoin d'une valeur de plus, l'arbre vide. Donc ici, cette définition décalque exactement, malgré les apparences, la définition que je vous avais donnée. Elle nous dit exactement qu'un objet de ce type, de la classe node, c'est ou bien none, ou bien un triplet formé d'un champ value, d'un champ L et d'un champ R. Alors voilà comment, en Python, on définit l'arbre que je vous ai montré à plusieurs reprises, cet arbre de hauteur 2. Vous le définissez en disant c'est un triplet qui contient la valeur 8 et ses 2 arbres. Chacun de ces arbres, vous dites, c'est un triplet, lui, il contient la valeur 2 et ses 2 arbres, lui, il contient la valeur 6 et ses 2 arbres. Et puis cet arbre-là, par exemple, eh bien, il contient la valeur 6 et 2 fois l'arbre vide none. Donc voilà la manière dont on définit un type en Python. Alors vous pouvez vous poser tout de suite la question de savoir comment est-ce qu'il est possible de représenter un arbre en mémoire. Et ça, c'est un transparent que je pourrais inclure dans l'exposé ou non. Je pourrais vous dire, bon, il y a des gens très savants qui savent représenter des arbres en mémoire, mais ce n'est pas la peine de vous inquiéter de la manière dont c'est fait. Vous avez accès à ce savoir par l'interface du langage de programmation, ou on peut décider de regarder ensemble la manière dont c'est fait. Et si vous prenez cet arbre ici, là, qui est celui qu'on a vu plusieurs fois, eh bien, il est représenté en mémoire de cette façon. C'est-à-dire, on voudrait le représenter comme un triplet, où ici, on a 8, et ensuite ces 2 arbres. Donc on peut se dire, un triplet, on va
le représenter ici avec la valeur 8, et puis ici, on aimerait mettre chacun de ces deux arbres. Mais ça, ce n'est pas possible parce que dans les cases mémoire d'un ordinateur, vous avez une possibilité de rentrer une quantité finie d'informations. Et vous voyez bien, comme on a dit tout à l'heure qu'un arbre pouvait contenir une quantité arbitraire d'informations, vous voyez que vous n'allez jamais réussir à faire rentrer un arbre quelconque dans un triplet qui contient lui-même un triplet de valeurs qui contient lui-même une quantité finie d'informations. Donc c'est pour ça que plutôt que mettre ici les deux arbres qui se trouvent là, on va mettre des noms. Donc ici, ils s'appellent 101 et 102. Et ensuite, dans les cases de la mémoire de l'ordinateur 101 et 102, on va mettre les descriptions de ces deux arbres. Donc prenons la case 101 où on met la description de cet arbre-là. Donc on dit que la valeur qui se trouve ici, ben, c'est 2. Et puis les deux arbres qui se trouvent là, eh bien pareil, ils sont trop gros pour rentrer dans cette case. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est mettre un nom, 103 et 104. Et quand on va aller voir en 103, par exemple, on va voir ici que la valeur qui est là, c'est un 6. Et puis ici, on trouve deux fois l'arbre vide. Et donc vous voyez ici que bien que chacune de ces colonnes ne contienne qu'une quantité finie d'informations, eh bien en faisant varier le nombre de colonnes, je peux, c'est-à-dire le nombre de cases mémoire, de cases de la mémoire de l'ordinateur qui sont utilisées, je peux représenter un arbre de taille arbitraire. Alors arbitraire, pas tout à fait, puisque chaque ordinateur a une limite sur le nombre de triplets qu'on peut définir, mais la taille de l'arbre est uniquement bornée, uniquement limitée par la taille de la mémoire de l'ordinateur. Et cette manière de représenter les arbres, vous pouvez la voir d'une manière plus mathématique si vous le souhaitez. Vous pouvez voir chacun de ces noms, ici 101, 102, 103, etc., comme une variable. Et si vous faites ça, ça vous amène à définir l'arbre qui est là comme un ensemble de définitions. Donc ce n'est pas une définition, c'est un ensemble de définitions. Vous dites l'arbre qui se trouve ici, c'est 8. Et puis ici, plutôt que de l'appeler 101 et 102, vous pouvez donner des noms de variables, donc appelons-les x et y. Donc vous avez l'arbre 8, x, y. Et ensuite, vous avez une définition de x. Donc x ici, il s'appelle 101. Et donc ici, je lis la définition. X égale 2 ZW. Et puis Z, c'est 103. Et donc Z, c'est 6. L'arbre vide, l'arbre vide. Et donc vous voyez ici que vous avez complètement désossé votre arbre en un ensemble de définitions. Et vous avez autant de définitions qu'il y a de nœuds dans l'arbre. Et chaque définition a une taille fixe. Chaque définition, vous associez à une variable un triplet de valeurs, chaque valeur étant ou bien une vraie valeur, ou bien une référence, le nom d'une variable. Donc en fait, ces adresses, là, si vous voulez utiliser ce mot, en fait, ce sont juste des variables au sens mathématique du terme. C'est juste un nom pour un bout d'arbre. Bien, ce bout de la mémoire où on stocke ces définitions, ça s'appelle le tas. Et le fait d'ajouter une colonne au tas, et je vous ai dit ça on peut le faire jusqu'à saturer la mémoire de l'ordinateur, le tas est quelque chose qui peut croître dans le temps, eh bien ça s'appelle allouer une cellule, allouer une colonne. Et l'opération node ici, la fonction node, alloue une cellule, c'est-à-dire crée une cellule. Et donc vous pouvez voir que cette définition ici, vous allez allouer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cellules pour chacun des nœuds de l'arbre. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui paraît un peu magique au départ, qui consiste à définir les types dynamiques comme des types dont les valeurs ont une taille quelconque, mais on se ramène à des valeurs de taille finie à condition d'en avoir un nombre quelconque. Bien, alors je vais commencer par deux exercices que je ne vais pas du tout traiter, je vais juste vous mentionner qu'ils existent. La première utilisation des arbres qu'on voit en général, c'est la notion d'arbre de recherche. Et donc un arbre de recherche, c'est simplement un arbre
qui a la propriété que la valeur d'un nœud, la valeur de n'importe quel nœud, si par exemple vous avez 12 dans un nœud, eh bien, toutes les valeurs qui vont être dans le sous-arbre gauche vont être plus petites que 12, et toutes les valeurs qui vont être dans le sous-arbre droit vont être plus grandes que 12. Et donc vous voyez que ça permet de répondre à une question, est-ce que la valeur 16 est dans l'arbre, en un temps qui est proportionnel à la hauteur de l'arbre. En effet, si vous cherchez la valeur 16, vous commencez par regarder, mettons la racine de l'arbre, et c'est 12, et vous savez, dès la comparaison de 12 et de 16, que 16 ne peut absolument pas être dans cette partie de l'arbre, et si 16 est quelque part, il est forcément dans le sous-arbre droit. Et donc vous pouvez ensuite descendre ici à la racine du sous-arbre droit et faire une comparaison de la même manière, et le nombre de comparaisons que vous allez faire va être borné par la hauteur de l'arbre. Bon, et comme la hauteur de l'arbre, en moyenne, ou dans tous les cas, si vous avez équilibré l'arbre, c'est le log du nombre de nœuds, eh bien vous avez une recherche qui se fait en temps logarithmique. Alors là, vous pouvez dire, ce n'est pas une grande surprise, puisque la recherche dans le dictionnaire, elle se fait aussi en temps logarithmique, et donc il suffit d'avoir un tableau dont les valeurs sont ordonnées pour pouvoir faire une recherche logarithmique. Donc ici, les arbres n'apportent rien par rapport au tableau, puisque les arbres ordonnés, ce qu'on appelle les arbres de recherche, comme les tableaux ordonnés, permettent de faire une recherche logarithmique. Mais ce que les arbres permettent de faire de plus que les tableaux, c'est qu'il est possible d'ajouter et de retirer un élément en un temps qui est lui-même logarithmique. Donc si vous prenez quelque chose comme le dictionnaire, le Petit Robert, qui n'est édité que tous les ans, c'est-à-dire c'est qu'une fois par an qu'on ajoute et qu'on recherche des mots, qu'on ajoute et qu'on retire des mots. En revanche, on en recherche tous les jours. Un tableau va très bien pour faire ça. En revanche, si vous avez une base de données dans laquelle vous ajoutez et vous retirez tout le temps des objets, eh bien vous voyez que quand vous avez un tableau, vous êtes obligé de décaler toute la partie du tableau qui se trouve après l'objet que vous avez ajouté. Et donc vous avez une recherche qui est linéaire, qui est logarithmique, parce qu'elle est dichotomique, mais vous avez des opérations d'ajout et de retrait d'un élément qui sont linéaires. Et donc les arbres permettent de faire ces trois opérations en un temps logarithmique. Voilà, donc ça c'est des exercices très classiques, vous pouvez les trouver un peu où vous voulez, et je vais pas les développer. Un autre domaine que je ne vais pas développer, c'est l'utilisation des arbres pour compresser des données, et en particulier des images. Donc ça c'est un autre exercice classique, donc c'est pour ça qu'il ne m'intéresse pas. C'est de prendre une image et d'essayer de la représenter par un arbre. Alors, une manière simple, donc là, ça ne sera pas des arbres binaires, mais ça sera des arbres quaternaires. Une manière simple, c'est de prendre l'image, de la couper en 4, et vous représentez cette partie de l'image par un arbre, donc A, cette partie de l'image par un autre arbre B, cette partie de l'image par un arbre C, et cette partie de l'image par un arbre D. Et vous avez un arbre donc, qui contient une racine, bon, qui va contenir une valeur quelconque, mettons 0, et qui va avoir 4 sous-arbres qui vont représenter les 4 carrés, les 4 quarts d'image. Bien, si vous faites ça, vous allez avoir un nombre de pixels, un nombre de nœuds dans l'arbre qui est le même que le nombre de pixels dans l'image. Oui, bien entendu, il y a un moment où vous ne pourrez plus couper l'image en 4, c'est quand vous arrivez juste sur un pixel, et à ce moment-là, vous allez juste mettre une feuille de l'arbre avec la valeur du pixel. Supposons que l'image soit en noir et blanc et sans contraste, vous avez ou bien 0 si le pixel est noir, ou bien 1 si le pixel est blanc. Et donc vous voyez qu'ici, vous allez avoir un nombre de feuilles qui est identique au nombre de pixels, et donc le nombre de nœuds total, il va être linéaire en le nombre de pixels. Typiquement, ça va être 2 fois le nombre de pixels, ou 1 fois et demi le nombre de pixels, je ne sais plus, mais c'est du même ordre que le nombre de pixels. Donc ça ne sert pas à grand-chose, puisque vous allez avoir un arbre qui est aussi gros que l'image. Donc autant représenter l'image dans un tableau, c'est pareil. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez la chance ici d'avoir une image où il y a un carré entier, un quart de l'image entier
qui est monochrome, qui est de la même couleur, eh bien, ce n'est pas la peine de représenter ça par un arbre. C'est-à-dire, ici, on aurait un arbre qui n'a que des zéros, par exemple, et vous pouvez décider de représenter ça par une feuille. Donc, c'est une feuille qui va se trouver beaucoup plus haut que les autres feuilles. Et vous allez avoir ici un 0 qui représente cette partie d'image entièrement noire. Donc, un petit exercice. Si vous avez une image qui est entièrement noire, quelle est la taille de l'arbre? 1. Maintenant, si vous avez une image qui est entièrement noire, et il y a juste un pixel blanc, et bien là, vous allez avoir un arbre où vous commencez par découper votre image en 4. Tout va être noir, sauf une image qui contient juste un pixel. Donc, vous avez ici des zéros partout, sauf dans le cas B, parce que c'est B qui a récupéré le pixel blanc. Et ici, donc, je sais pas, je vais noter arbre plutôt que, ou I pour image. Et ici, ben, c'est pareil. Je vais découper ça en 4. Mettons que le pixel est là. Maintenant, c'est le premier des sous-arbres qui va avoir le pixel. Donc, les autres vont être entièrement noirs. Et donc, vous allez avoir juste une branche de l'arbre qui vous mène au pixel blanc. Et tout le reste de l'arbre va être vide. Donc, vous avez une représentation de cet arbre qui est logarithmique en le nombre de pixels. Donc là, vous avez compressé l'image. Il s'avère finalement que, malgré ce que vous pensez, la plupart des images sont plutôt du type toute noire avec un pixel blanc. Et bien sûr, si vous avez une image aléatoire, vous n'allez jamais réussir à la compresser, c'est-à-dire vous allez être obligé de développer tout l'arbre. Mais finalement, si vous prenez une image pauvre, c'est-à-dire loin d'être aléatoire, donc je ne sais pas, un tableau de Picasso par exemple, eh bien vous allez avoir d'énormes zones monochromes, et cet algorithme de compression va repérer ces zones monochromes et va arriver à les représenter par un seul nœud de l'arbre, une seule feuille. Et donc des images qui se compriment extrêmement bien avec ce type d'algorithme, ce sont les images au trait clair, c'est-à-dire si au lieu d'avoir une peinture, vous avez une image qui est blanche avec un trait fait au crayon, eh bien il y a énormément de zones entièrement blanches et vous avez énormément de nœuds de l'arbre qui disparaissent, et la représentation de l'arbre est plutôt d'une taille logarithmique que d'une taille linéaire en la taille de l'image. Bon, bien entendu, tout dépend de l'image. Voilà, donc ça c'est un exemple d'exercice qu'on peut faire avec des arbres et en général, qui plaît bien aux élèves parce qu'il y a des images. Bien, ça c'était deux exemples que je vous ai dit, je vais traiter de manière un peu allusive. Et maintenant, je vais venir à un troisième type d'exemples qui sont un peu plus intéressants, me semble-t-il, qui sont le fait que les expressions linguistiques, les expressions mathématiques en particulier, sont elles-mêmes des arbres. Donc ici, j'ai repris exactement le même type d'arbre que j'avais dans la première partie, simplement comme valeur dans les nœuds, au lieu de mettre uniquement des nombres, donc tout à l'heure j'avais 6, 8, je ne sais quoi, eh bien j'ai mis ici dans les nœuds binaires des opérateurs arithmétiques, donc multiplier et plus, et c'est seulement dans les feuilles que j'ai mis des nombres ou des variables, c'est-à-dire des identificateurs. Donc ici j'ai un arbre dont la racine a une valeur qui est multipliée, et ici qui a deux sous-arbres. Ce sous-arbre a une racine qui est plus, et puis deux sous-arbres. Ce sous-arbre a une feuille qui contient une information symbolique qui est la lettre x, la variable x, et celui-là, une autre information qui est juste un entier comme tout à l'heure, un nombre comme tout à l'heure. Et donc vous voyez que ici, je suis en train de représenter l'expression algébrique
x plus 5 facteur de y plus 7. Donc, voilà comment imprimer l'expression algébrique d'une manière plus habituelle. Donc, cette fonction d'impression marche pour les arbres qui sont non vides. Donc, ils ont tous un champ L, l'arbre gauche, un champ value qui est la valeur, et un champ R qui est l'arbre droit. Et donc, je commence par imprimer récursivement l'arbre gauche. Mais là, attention, il faut que je vérifie qu'il soit non vide, parce que c'est l'hypothèse de ma fonction, c'est que j'imprime un arbre non vide. Donc, si c'est l'arbre vide, j'imprime rien, sinon j'imprime l'arbre gauche, en mettant une paire de parenthèses autour de l'arbre gauche. J'imprime la valeur et j'imprime ensuite l'arbre droit de la même manière avec une paire de parenthèses. Donc voilà ce qui se passe quand j'imprime l'arbre qu'on avait vu tout à l'heure. Ça fait x plus 5 fois y plus 7. Alors ce n'est pas terrible, ce n'est pas la meilleure expression qu'on peut obtenir. Par exemple, le fait de mettre des parenthèses autour de x est superflu. Le fait de mettre des parenthèses autour de 5 est superflu également. Et donc, ici, j'ai une fonction qui est relativement simple, mais qui ne donne pas un résultat très joli. Cependant, j'insiste sur le fait que mon résultat est correct. C'est une manière correcte d'écrire x plus 5 fois y plus 7, certes avec des parenthèses superflues, mais ça ne rend pas l'expression incorrecte. Et surtout, le programme est améliorable. Et donc, c'est un exercice intéressant de faire une fonction d'impression qui supprime les parenthèses superflues. Alors, première étape, quand vous avez une variable ou une constante, vous pouvez enlever les parenthèses qui se trouvent autour. Mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, si vous avez x plus 3 plus 4, il s'avère que vous pouvez écrire ça, x plus 3 plus 4, puisque le plus est un opérateur associatif et commutatif. Et donc, l'usage veut qu'on ne mette pas de parenthèses autour de x plus 3 quand on écrit x plus 3 plus 4. Et si vous essayez d'écrire cette expression, un programme qui écrit les expressions algébriques uniquement dans ce langage, uniquement avec plus et multiplié, de la même manière que vous les écrivez à la main, vous vous apercevrez que c'est assez difficile. Ce n'est pas horriblement difficile, mais c'est assez difficile. Et pour revenir un petit peu à ce qu'est la pensée algorithmique, souvent les profs de collège, parfois aussi les profs de lycée, peut-être si le niveau continue à baisser d'une manière catastrophique chaque année, ça va finir par arriver aux profs de prépa. Donc les profs de collège, en tout cas, se plaignent que les élèves ont une certaine difficulté avec la notation algébrique, ils mettent des parenthèses superflues, ils en oublient à d'autres moments, etc. Moi, je leur propose de faire cet exercice. Quand ils auront fait cet exercice, ils comprendront que l'algorithme que eux connaissent, qu'ils ont vraisemblablement un jour appris, mais dont ils ont oublié le douloureux processus d'apprentissage, est un algorithme assez complexe. Et une fois qu'ils auront compris que, regardez si l'opérateur en dessous, qui est un multiplié, est prioritaire sur l'opérateur du dessus, qui est une addition, il n'est pas nécessaire de mettre les parenthèses, mais que si c'est le contraire, il faut mettre les parenthèses, etc. Eh bien, quand ils auront réussi à le programmer complètement, ils auront fait un grand progrès dans la compréhension de la complexité de cet algorithme pour leurs élèves. Et donc, c'est un exemple. Écrire des expressions algébriques, c'est un exemple de choses que finalement, on sait très bien faire, mais qu'on sait assez mal expliquer à un ordinateur. Enfin, on sait l'expliquer à un ordinateur, bien entendu, mais c'est assez compliqué de l'expliquer à un ordinateur. Et quand on a compris ça, on comprend que ça prenne un petit peu de temps pour l'apprendre et on se fâche moins contre ses élèves. En revanche, ça c'est un exercice très facile, c'est dériver une expression arithmétique. Donc les élèves connaissent ça très bien parce qu'ils ont la fonctionnalité sur leur calculatrice depuis qu'ils sont en dernière section de maternelle, ils peuvent dériver des fonctions. C'est maintenant quasiment sur toutes les calculatrices programmables. Et ce n'est pas un algorithme qui est très compliqué, mais pourtant c'est un algorithme que souvent ils n'ont jamais eux-mêmes mis en œuvre, ils n'ont jamais eux-mêmes implémenté. Et donc l'algorithme ici procède par une séquence de tests où on distingue le cas où on a un arbre qui est de la forme plus de deux arbres, c'est-à-dire c'est l'expression algébrique est la somme de deux expressions algébriques. Et dans ce cas-là, il faut vous demander comment on dérive une expression algébrique. Et il faut dériver le sous-arbre gauche, dériver le sous-arbre droit, et remettre un plus au-dessus. Voilà, donc c'est ce qu'on fait ici en appliquant récursivement la fonction
qui dérive un arbre, qui dérive une expression algébrique, et en recréant un nœud, en recréant un arbre qui est la somme de ces deux arbres. Bon, bien sûr, le cas intéressant, c'est le cas de la multiplication, et donc il faut ici fabriquer un arbre dont la racine est un plus, et les deux sous-arbres, ce sont des produits, et dans chacun de ces produits, il y a une expression que vous gardez identique et l'autre que vous dérivez, et ici c'est le contraire, c'est celle-là que vous dérivez et celle-là que vous gardez identique. Bon, plus intéressant, si vous trouvez une variable, eh bien, il y a deux cas. Il y a le cas où cette variable est x, auquel cas la dérivée est 1, parce que cette fonction ne s'est dérivée qu'une expression en x, elle ne s'est pas dérivée une expression en y, donc on pourrait améliorer ce programme. Et puis ici, il y a tous les autres cas, et tous les autres cas, c'est deux cas, c'est le cas d'une variable y et le cas d'une constante. Et dans les deux cas, quand on dérive une variable y ou une constante par rapport à x, ça fait 0. Et donc on retourne l'arbre qui ne contient que la feuille 0. Alors ici, vous voyez qu'il y a un petit miracle qui est lié au langage de programmation qu'on utilise, qui est parfois vu comme un miracle et parfois vu comme une catastrophe. Donc je vais juste vous le décrire de manière objective et vous allez ensuite tirer les conclusions par vous-même. Dans beaucoup de langages de programmation, on serait obligé, au moment où on définit le type, de dire attention, il y a 4 types d'arbres, il y a les sommes, il y a les produits, il y a les variables et il y a les constantes. Et dans chacun des cas, il y a des arguments. S'il y a une somme, il y a 2 arguments qui sont 2 arbres. S'il y a un produit, il y a 2 arguments qui sont 2 arbres. S'il y a une variable, il y a un nom de variable, donc une chaîne de caractères qui est le nom de la variable. Et s'il y a une constante, il y a typiquement un entier ou un flottant. En Java, il n'y a pas du tout besoin de faire ça. Les nœuds sont juste tous labellisés, tous étiquetés par n'importe quoi. Et donc ici, certains sont étiquetés par une chaîne de caractères, comme plus, d'autres par un entier comme 0. Et ah oui, tiens, mon programme est faux. Bon, je voulais chercher l'erreur. Donc certains sont étiquetés par un entier comme 0 ou 1, et ça n'a aucune importance. Et alors, si on faisait une fonction de dérivation dans un langage plus traditionnel, dans un langage, disons, plus typé, on serait obligé de distinguer 2 cas. Ici, la variable x, la variable et la constante. Et la variable y distincte de x et la constante serait traitée de manière différente. Mais ici, en Python, on est capable de dire, s'il y a n'importe quoi d'autre, eh bien, on renvoie 0. Quelle est l'erreur dans mon programme? Voilà, j'ai mis des chaînes de caractères autour des constantes, j'aurais pas dû. Bien, alors j'ai repris l'expression de tout à l'heure, x plus 5 facteur de y plus 7, et je l'ai dérivé en x. Et puis j'ai imprimé le résultat. Donc voilà le résultat, c'est x plus 5 avec les parenthèses de trop, fois 0 plus 0, plus 1 plus 0 fois y plus 7. Et donc là, il y a un nouveau problème qui apparaît. Si on se dit on aimerait bien simplifier cette expression, par exemple remplacer 0 plus 0 ici par 0, remplacer fois 0 tout ça par 0, remplacer 1 plus 0 par 1, remplacer fois 1 par juste cette expression, et donc on obtiendrait y plus 7, et y plus 7 a même la propriété qu'on peut l'écrire sans aucune parenthèse. Donc en gros, là, vous avez y plus 7 écrit d'une manière un peu compliquée. Il y a un deuxième problème. Donc on avait vu, le premier problème, c'était d'écrire une expression avec le nombre minimal de parenthèses, avec le nombre de parenthèses que nous écririons à la main. Il y a un deuxième problème qui est de simplifier une expression algébrique comme celle-là, en repérant constante plus constante, on peut ajouter les constantes. Donc 0 plus 0 est un cas particulier, 1 plus 0 en est un autre. 0 fois quelque chose, on peut faire 0. 1 fois quelque chose, on peut faire cette même chose. Et même, on peut simplifier l'expression davantage. Par exemple, x plus 5 plus 7, on peut simplifier ça en x plus 12. Et même, 5 plus x plus 7, on peut simplifier ça en x plus 12. Et donc là, il y a à nouveau un bon exercice pour les enseignants qui trouvent que leurs élèves peinent à simplifier des expressions. Écrivez un programme qui simplifie des expressions. Vous verrez que l'algorithme n'est pas si simple que ça. Et donc, il est normal que les élèves prennent un petit peu de temps pour l'acquérir. D'ailleurs, rétrospectivement, on se demande comment nous-mêmes, on a réussi à intégrer autant d'informations
et comment est-ce qu'on arrive à simplifier aussi bien les expressions qu'on le fait à la main. Si jamais vous redevenez élève et que vous voulez embêter un de vos enseignants, vous pouvez lui poser la question « Que signifie le mot simplifier ?» Et par exemple, est-ce qu'on simplifie x2 plus 2x plus 1 quand on l'écrit sous la forme x plus 1 au carré? Est-ce que ça, c'est simplifié? Voilà, je vous laisse la question. Bien, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était d'abord comment utiliser des arbres pour faire de la recherche en table. Donc ça, c'était les arbres de recherche. Comment utiliser des arbres pour coder des images. Ça, c'était les arbres quaternaires. Et puis, on a vu que les expressions algébriques étaient des arbres. Donc, x plus 5, facteur de y plus 7. Et donc, selon ce que vous avez appris en premier dans votre vie, si vous avez appris les mathématiques, vous pensez que x plus 5 fois y plus 7, c'est une expression algébrique qui appartient au langage des expressions algébriques. Mais si vous êtes informaticien, vous pensez que x plus 5 facteur de y plus 7, c'est le début d'un petit langage de programmation. D'accord? Dans un langage de programmation, il vous arrive d'écrire x plus 5 facteur de y plus 7. Donc vous avez le début d'un langage de programmation et vous pouvez essayer d'aller un peu au-delà, c'est-à-dire de partir des expressions algébriques, de les voir comme un petit langage de programmation et de développer ce langage de programmation. Et donc ça m'amène à la troisième partie de mon exposé, qui est que non seulement les expressions algébriques sont des arbres, mais les programmes eux-mêmes sont des arbres. Et donc la première chose qu'on peut vouloir faire avec une expression algébrique, donc un programme, c'est l'évaluer, c'est l'exécuter. Et on va commencer par le cas simple où on cherche à évaluer une expression symbolique qui ne contient pas de variable. Donc dans ce cas-là, c'est facile. Il y a trois cas. Il y a le cas où l'expression commence par plus, il y a le cas où l'expression commence par multiplier, et puis il y a le cas où elle commence par... Alors, en général, il y avait 4 types d'expressions. Il y avait celle qui commençait par un plus, celle qui commençait par un multiplié, celle qui commençait par une variable, et celle qui commençait par une constante. On se restreint au cas où il n'y a pas de variable, donc il reste 3 cas. Il y a ou bien elle commence par un plus, ou bien elle commence par un multiplié, ou bien elle commence par une constante. Donc ici, si elle commence par un plus, vous évaluez l'arbre gauche, vous évaluez l'arbre droit, et vous les ajoutez. Vous ajoutez les valeurs obtenues, qui vont être des nombres entiers, ces deux valeurs. Si vous avez un multiplié, vous évaluez l'arbre gauche, vous évaluez l'arbre droit, et vous les multipliez. Et sinon, vous avez un arbre qui contient juste une valeur entière et une constante. Et donc là, la valeur de l'expression, c'est cette constante elle-même. Et ici, vous avez un exemple typique de programme. Je pense que j'ai un exemple derrière. Voilà. Si vous évaluez 3 plus 7, ça va faire 10. Bon, super. Et là, vous avez un certain nombre de problèmes qui se posent tout de suite. Donc, quel est le premier problème sur lequel vos élèves vont buter si vous leur donnez ce programme? C'est qu'il y a ici le symbole plus qui appartient au langage des expressions algébriques, et ici le symbole plus qui appartient à votre langage de programmation, et ils sont complètement distincts, et pourtant, ils s'écrivent de la même manière. Et donc, quand vous faites cet exercice avec des élèves, souvent, il est nécessaire d'écrire ça PLUS ou AD ou ce que vous voulez, de manière à ce qu'ils ne confondent pas l'opérateur du langage objet de l'opérateur du métalangage. Le métalangage, c'est le langage de programmation que vous utilisez, le langage objet, c'est le langage que vous essayez d'interpréter, de compiler, etc. Et vous allez avoir une confusion entre les deux. Quelle est l'autre difficulté que pose cet exercice? C'est qu'il est en quelque sorte trop trivial. Parce que qu'est-ce que vous dites? Vous dites, pour évaluer l'expression, si c'est plus, vous ajoutez, si c'est multiplié, vous multipliez, et si c'est une constante, c'est la constante, donc c'est l'identité. Et donc, en un certain sens, les élèves peuvent vous dire, plutôt que d'écrire « évalue l'arbre, note de plus, de note de 3, de note de note, de note de 7, de note de note », pour faire 10, c'est plus simple d'écrire 3 plus 7,
en utilisant le plus, non pas du langage objet, mais du métalangage, et ça va faire 10 aussi. Ah oui, alors, ça c'est le problème, c'est que le langage que vous êtes en train d'interpréter, c'est un sous-langage de votre métalangage, c'est un sous-langage de Python. Et donc, bien entendu, au lieu d'écrire votre interpréteur, eh bien, vous pourriez simplement demander à Python de l'interpréter pour vous, et vous obtiendrez le même résultat. Donc ici, la seule solution, c'est de compliquer un peu l'exercice. Donc par exemple, si vous prenez une expression algébrique, que vous la dérivez, puis que vous l'évaluez, à ce moment-là, vous faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire simplement avec Python. Vous êtes obligé d'avoir cette étape de réflexion où vous avez un petit bout de Python que vous avez représenté par des arbres, de manière à pouvoir appliquer la fonction de dérivation et ensuite la fonction d'évaluation. Et là, vous faites quelque chose qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc ça, c'est une des difficultés qu'il y a dans ce type d'exercice où on écrit des programmes qui manipulent des programmes, c'est que non seulement on a toujours une confusion entre le métalangage qu'on utilise et le langage objet, mais bien souvent, cette confusion, elle est justifiée par le fait que ces deux langages sont identiques, ou que l'un est un sous-langage de l'autre. Et donc, ici, la chose à faire, c'est de ne pas faire des exercices trop faciles. Les exercices trop faciles, comme celui-ci, posent des problèmes spécifiques, alors que si vous faites dériver puis évaluer, eh bien, ces problèmes disparaissent. Donc, vive les exercices difficiles. Bien, maintenant, si vous voulez évaluer une expression avec des variables, oui, parce que j'ai oublié de vous dire, si vous dérivez votre expression et que vous l'évaluez, vous obtiendrez une expression qui contient des variables. À ce moment-là, vous devez vous poser la question, quelle est la valeur de cette expression x plus 5 facteur de y plus 7. Donc, qui pense que la valeur est 12? Donc, la réponse est ça dépend, et ça dépend de la valeur des variables. Donc, vous ne pouvez pas évaluer une expression algébrique qui contient des variables en elle-même. Vous devez l'évaluer relativement à ce qu'on va appeler un environnement. Et un environnement est juste une liste d'associations qui associe une valeur à chaque variable. Donc par exemple, vous pouvez vous poser la question de la valeur de cette expression x plus 5 fois y plus 7 dans l'environnement où x est égal à 7 et y est égal à 4. Alors pour évaluer une telle expression, on peut reprendre le programme précédent et l'enrichir. Mais avant ça, il se pose la question de la manière dont on va représenter les environnements. On sait représenter l'expression qui se trouve là, x plus 5 fois y plus 7 par un arbre, mais comment représenter ici cet environnement? Alors, je vous pose la question, comment le représenter? Voilà, on pourrait dire qu'il faut faire un dictionnaire, il faut faire une liste d'associations, etc. Donc, c'est des solutions qui sont possibles, mais comme par paresse, j'avais décidé de n'utiliser que des arbres et que d'utiliser un seul type d'arbre dans tout l'exposé, je les ai représentés par des arbres. Donc, une liste d'associations, un environnement, on peut le représenter de cette manière, c'est un arbre où on a ici, à la racine, une variable, et le sous-arbre gauche qui correspond à cette variable, c'est la valeur associée à cette variable. Et puis le sous-arbre droit, eh bien, c'est le reste de l'environnement. Donc ici, le sous-arbre droit, ça va être l'environnement qui a y associe 4. Donc ici, la racine, ça va être y. Le sous-arbre gauche, ça va être 4. Et puis si ici, j'ai d'autres variables, ça va continuer. Si je n'ai pas d'autres variables, eh bien, je vais mettre l'arbre vide none. Donc l'environnement qui se trouve ici, enfin, c'était celui qui se trouvait là, je choisis de le représenter par un arbre, mais c'est juste un choix parmi d'autres, on aurait pu faire d'autres choses, et ensuite je le représente, cet arbre-là, il s'exprime en Python de cette manière, l'environnement c'est node de x et de 7, et de node de y et de 4, et de node. Bien, quand j'ai un environnement, j'ai besoin d'une fonction qui va rechercher la valeur associée à une variable. Donc, c'est juste une fonction qui parcourt l'arbre en suivant l'arête centrale droite. Donc, si l'arbre est vide,
eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de valeur pour la variable. J'ai décidé de retourner la variable. Et sinon, eh bien, si jamais la racine de l'arbre, c'est-à-dire la valeur de l'arbre, elle est identique à la variable dont je cherche la valeur, je retourne le sous-arbre gauche, qui est une valeur. Et ici, sinon, je continue à regarder dans le sous-arbre droit. Et avec cette fonction de recherche d'une valeur dans le dictionnaire, donc je peux la tester avec l'environnement que j'avais tout à l'heure. Si je fais la recherche de la valeur de y, je vais obtenir 4. Souvenez-vous, l'environnement était là, y était associé à 4. Et je peux maintenant modifier ma fonction d'évaluation d'une expression. Au départ, j'avais une expression arithmétique, c'est-à-dire une expression algébrique sans variable. Et maintenant, j'ai une expression algébrique, c'est-à-dire avec des variables. Et donc ici, c'est toujours pareil. Si j'ai un plus, j'évalue l'arbre gauche, l'arbre droit, et je fais la somme. Si j'ai un multiplié, j'évalue l'arbre gauche, l'arbre droit, et je fais le produit. Et ici, si j'ai une constante ou une variable, je fais une recherche dans la table. Et selon que... Donc si c'est une variable qui est déclarée dans la... si c'est une variable, elle va être déclarée dans l'environnement et je vais récupérer sa valeur. Et si c'est une constante, eh bien je me suis arrangé pour que ma fonction lookup rende la constante elle-même. Donc ça, c'est le genre de tour de passe-passe qu'on peut faire en Python parce que ce n'est pas très typé. Dans des langages plus typés, c'est plus difficile. Il aurait fallu que je distingue ici le cas de la variable du cas de la constante. Bien, je peux donc m'interroger sur le type de la valeur de l'expression T2. T2, c'est, on l'a vu tout à l'heure, c'est x plus 5 facteur de y plus 4. Non, et y plus 7. X plus 5 facteur de y plus 7. Dans un environnement où x vaut 7 et où y vaut 4. Donc ça va faire 5 plus 7, 12, et 7 plus 4, 11, et 12 fois 11, ça fait 132. Et puis je peux faire pareil avec un autre environnement où x vaut 7 et y vaut 5, et ça a l'air de faire 144, qui doit sans doute être 12 fois 12. Bien, jusqu'ici, on peut continuer à faire cet exercice en parlant juste d'expressions algébriques. On a juste des expressions algébriques avec des variables, et on les évalue dans un environnement. Mais maintenant, on va faire vraiment un petit langage de programmation. Et dans ce petit langage de programmation, ce que je veux faire, c'est être capable d'exécuter, d'évaluer l'expression f de 5 plus g de 4, où j'ai défini deux fonctions f et g comme ça. Donc ici, j'ai défini f de x, c'est x plus 7, et g de y, c'est y fois 2. Et donc le résultat que j'espère, c'est donc f de 5, ça va faire 12, g de 4, ça va faire 8, donc j'espère faire 12 plus 8, et donc si tout va bien, un jour j'aurai 20. Bien, alors, comment est-ce qu'on peut modifier ce programme, le programme qui est là, pour tenir compte de mon nouveau projet, qui est d'avoir un langage de programmation dans lequel je peux définir des fonctions. Donc un petit langage fonctionnel. Alors ce n'est pas un langage fonctionnel très compliqué. Je peux définir que des fonctions, des entiers dans les entiers. Je ne peux pas définir des fonctions qui prennent en argument des fonctions, ni des arguments, ni des fonctions qui retournent des fonctions. Et mes fonctions ont un argument. Donc je ne peux pas définir x2 plus y2, c'est des fonctions qui ont un argument. Mais c'est comme ça qu'on commence. On commence par des cas simples, et ensuite, après, si vous voulez, on peut complexifier. Donc, qu'est-ce que je vais avoir de nouveau dans mon langage de programmation, avant de parler de l'évaluateur? Donc, il va falloir que j'ai une manière de représenter ici ce f de 5. Et comment est-ce que je peux le représenter? Alors, le programme lui-même, f de 5 plus g de 4. Je vais avoir un arbre avec plus, ce plus-là,
Et le sous-arbre gauche, je vais vous la représenter f de 5. Alors, je pourrais avoir un arbre dont la racine est f, et puis avoir le 5 dans l'arbre gauche ou dans l'arbre droit. Voilà. Alors, on va avoir un nœud qui dit opération, et je vais avoir dans le sous-arbre gauche le nom de l'opération, f, et dans le sous-arbre droit, l'argument. Et comme ça, quand je tomberai sur une expression de ce type, il me suffira de regarder la racine, et je verrai que c'est l'application d'une fonction à un argument, et là, je vais pouvoir tout de suite me mettre en mode, attention, il faut que j'évalue le nouveau cas. Alors que si j'ai un f, il va falloir que je sois capable de reconnaître que f est une fonction définie, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. C'est possible, bien entendu, tout est possible, mais c'est un peu plus compliqué. Donc pour ça, je vais ajouter dans... où se trouve... Là, j'ai oublié un transparent. Alors je vais ajouter dans ma fonction d'évaluation un cas nouveau. Donc regardez, ça c'est la troisième version, et c'est d'ailleurs la dernière que je vais vous présenter, et la quatrième c'est vous qui allez l'écrire. C'est la troisième version de mon évaluateur. La première version c'était les expressions sans variable, la deuxième c'était l'expression avec variable, et vous retrouvez le code qui se trouve ici. Alors ici, si j'avais une somme, j'évalue l'arbre gauche, j'évalue l'arbre droit, dans l'environnement, et attention, il y a un argument supplémentaire ici, mais on n'a pas l'air de l'utiliser, et je fais la somme. Si j'ai un produit, j'évalue l'arbre gauche, j'évalue l'arbre droit, et je fais le produit, et sinon, c'est que j'ai une variable ou une constante, je regarde dans l'environnement la valeur de cette variable, ou si j'ai une constante, cette fonction lookup va me renvoyer la même constante, et donc ça, c'est exactement le même code que ma fonction, la deuxième version. Mais il semble que ici, dans les 4 premières lignes du programme, j'ai quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce que j'ai de nouveau? J'ai le cas où j'ai une fonction, un arbre qui commence par un nœud app, donc app pour application. J'ai la racine de l'arbre où j'ai une étiquette qui me dit attention, ici on est dans le nouveau cas, je vais appliquer une fonction. Enfin, le programme ne sait pas que c'est le nouveau cas, mais nous on le sait. C'est le nouveau cas où on va appliquer une fonction à un argument. Et dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps aller chercher cette fonction-là dans ce nouvel argument fun, ici, qui est la définition des fonctions. Donc, avant de revenir au code, faisons une petite digression sur la manière dont on représente les définitions de fonctions. Eh bien, ici, c'est exactement comme les environnements où on associait une valeur à chaque variable. Donc ici, sur l'arête gauche, l'arête droite, je vais trouver le nom de mes fonctions, ici f, ici g, peut-être d'autres fonctions h, et à la fin, je vais avoir none. Et dans l'arbre gauche de ce nœud-là, je vais avoir la définition de f. Mais alors, attention, la définition de f, maintenant, c'est plus 4. On n'est plus dans le cas où on a un simple environnement de valeurs. On a un environnement de fonctions. Donc ici, il faut d'abord que je dise quelle est la variable, quel est le nom de la variable dans la définition de la fonction, c'est x, puis ici je ne vais rien mettre, enfin donc je vais mettre none. Et enfin, ce que je vais mettre ici, ce n'est pas une valeur, mais c'est l'arbre qui est le corps de la définition de la fonction. Et dans le corps de la définition de la fonction, je peux utiliser ici x. Donc ici, c'est la fonction qui a x associée x plus 7. C'est bien sûr une représentation parmi d'autres. Donc ici, quand je fais un lookup, dans cet environnement de définition de fonction fun et que je demande la valeur de f, eh bien j'obtiens l'arbre gauche, c'est x plus 7, et la valeur, c'est x. Et j'obtiens rien, et j'ai pas de sous-arbre droit. Donc ça, c'est exactement ce que j'ai vu ici. J'ai ici la définition avec l'arbre gauche qui est x plus 7, la valeur qui est x et pas de sous-arbre droit. Donc voilà comment je définis ici ma fonction f qui est ici
sa valeur, c'est cet arbre qui a comme valeur x, qui est le nom de la variable dans le corps de la fonction. Ici, le corps de la fonction x plus 7, et là, rien du tout, parce que je n'ai pas d'arbre droit. Et pareil pour g. Donc maintenant, je reviens à ma fonction d'évaluation. Donc, dans le cas nouveau où j'ai une application de fonction, je commence par chercher dans cet environnement la valeur de f, la valeur du nom de la fonction qui est a.l .value. Vous voyez, a.value, c'est app, donc il faut que je descende un coup à gauche pour trouver le nom de la fonction. Bien, si ce t ici, ça va être quoi dans le cas où le nom de la fonction c'était f? Eh bien, ça va être un arbre qui a cette tête. Je vais avoir ici le nom de la variable, x, ici le corps de la fonction, x plus 7, et ici rien du tout. Donc, quel est le nom de la variable? Si ça s'appelle t, le nom de la variable, ça va être t.value. Et le corps de la fonction, ça va être t.l. Donc ça, c'est la variable. Et ça, c'est le corps de la fonction. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que j'évalue? Donc j'avais f de 7. Non, qu'est-ce que j'avais? Je ne sais plus. Je vais vous dire. F de 5. Donc f de 5, c'était app de f et de 5. Donc f, j'ai récupéré ici sa valeur, c'est-à-dire je connais le nom de la variable t.value et je connais le corps de la fonction t.l. Et qu'est-ce qu'il faut que j'évalue maintenant? Il faut que j'évalue le corps de la fonction, c'est-à-dire t.l, x plus 7. Mais attention, ici, il peut y avoir un x, et donc il faut que je l'évalue dans un environnement où x est associé à quoi? À 5. Et pourquoi 5? Alors, ce n'est pas parce que c'est ce qui est à droite, parce que ce qui est à droite, ça aurait pu être 3 plus 2. C'est parce que c'est la valeur de ce qui est à droite. Donc voilà ce qui se passe. Je commence par fabriquer cet environnement E, où je lis la variable x, t.value, qui est là, c'est la variable, la variable qui apparaît dans le corps de la fonction. Je lis ce nom à l'évaluation de l'arbre qui se trouve ici. Et donc ça sera une valeur, ça sera un nombre entier, et en l'occurrence, ça sera 5. Et je fabrique un environnement E qui lie cette variable x à cette valeur 5 et qui, pour les autres variables, fait comme dans l'environnement env. Donc s'il y avait d'autres variables y ou z, eh bien je les garde. Et ensuite, il faut que j'évalue le corps de la fonction, c'est-à-dire t.l, dans cet environnement E et non dans l'environnement env. Parce que dans le corps de la fonction, il peut y avoir cette variable supplémentaire x. Voilà, mais vous voyez que ici, la structure du programme reste identique à celle qu'on avait vue pour évaluer les expressions ouvertes. Il y a juste ces 4 lignes de code en plus qui permettent de faire les fonctions. Et donc voilà, mon programme T3 qui est f de 5 plus g de 4, f de 5 plus g de 4, que j'ai évalué dans l'environnement vide, puisque je n'ai pas de variable libre ici, et dans l'environnement fonctionnel où f et g étaient définis ici. Et ça m'a donné le résultat 20. OK? Est-ce que je suis loin d'avoir ici un langage de programmation complet? D'abord, est-ce que ce langage de programmation est complet? Est-ce que je peux programmer la factorielle? Enfin, ce n'est pas la définition d'être un langage complet de pouvoir programmer la factorielle, mais
Si je ne peux pas programmer la factorielle, a fortiori, ce n'est pas un langage complet. Alors, qu'est-ce qu'il me faudrait? Alors, il faudrait un test pour faire le cas où x est égal à 0, dans ce cas-là, enfin, où n est égal à 0, dans ce cas-là, il faut que je retourne 1, et c'est seulement dans le cas où x est différent de 0 qu'il faut que je retourne n fois factoriel de n-1. Alors, pour faire factoriel de n-1, il me faut aussi le moins. Il faut faire n-1, ok? Donc, autre lacune, il manque le moins. Et puis ensuite, il me faut la possibilité de me rappeler récursivement sur fact. Mais ça, c'est un problème ou est-ce que je l'ai déjà? Oui, on l'a déjà. On n'a jamais dit nulle part qu'on ne pouvait pas, dans le corps de la fonction, mettre un appel à cette fonction. Qu'est-ce qui va se passer si, dans le corps de la fonction, on a un appel à la fonction? Ben, on va évaluer le corps de la fonction, on va retomber sur un nœud app, on va retourner chercher la définition de la factorielle, on va resubstituer x, enfin on va relier x par ce qu'il faut dans l'environnement, et on va réévaluer le corps de la factorielle, il n'y a aucun problème. Dans l'environnement, il y aura plusieurs fois le x, mais oui. Ce sera le premier qu'on fera, qui sera le... Voilà, ça c'est un miracle, c'est qu'on les rajoute à droite. Oui, pardon, je rajoute là. Ok, où il n'y a pas un micro? Non, alors, je répète la question. La question, dans l'environnement, si on a défini la factorielle récursivement, qu'on pousse 6 dans l'environnement, qu'on se rappelle factorielle sur la valeur 5, eh bien ça va pousser 5 dans l'environnement. Et au moment où on va chercher la valeur de x dans l'environnement, eh bien, selon le cas, on va pouvoir prendre 6, on va prendre 5. Mais non, ce n'est pas selon le cas. La sémantique du langage de programmation nous demande de prendre la dernière déclaration. C'est-à-dire si x était d'abord égal à 6, puis ensuite, récursivement, on s'est appelé sur f de 5, c'est-à-dire qu'on a défini x est égal à 5, eh bien c'est 5 qu'il faut prendre. C'est la dernière déclaration qui est prioritaire. Eh bien justement, comme je vais la rajouter, mettons, à droite dans l'environnement, et que je vais parcourir mon environnement de droite à gauche, eh bien je vais récupérer la dernière. Donc ce qui est un problème dans beaucoup, ce problème de la capture de variables, ce qui est un problème dans beaucoup de mécanismes d'évaluation des programmes, ce mécanisme d'évaluation des programmes où on se contente d'ajouter dans l'environnement la valeur, enfin le couple liant la variable à la valeur, ce couple cache les anciennes valeurs, et donc la valeur qu'on récupère, c'est la dernière, et justement c'est celle qu'on voulait récupérer. Donc ce problème-là ne se pose pas, et donc en fait les deux seuls problèmes qui se posent, c'est qu'il n'y a pas la soustraction et il n'y a pas le test. Et je pense que si on a la soustraction et le test, on a un langage où on peut programmer la factorielle. Je pense qu'il n'est toujours pas complet, et je pense qu'il deviendrait complet. Enfin, je ne l'ai pas démontré, mais je suis prêt à le conjecturer en tout cas. Il deviendrait complet si on avait des fonctions de n arguments. Et il y a un problème là, c'est qu'on n'a que des fonctions de 1 argument. Mais bon, ça serait une autre modification à faire. Au lieu de dire j'ai f de x, j'ai la variable x, puis le corps de la fonction, il faudrait que je mette une liste de variables, et puis le corps de la fonction. Puis quand j'évalue, il faudrait que j'ai n arguments, n variables, et que je lie les variables aux arguments dans le bon ordre. Donc ça ne serait pas difficile. Ce que je vous propose maintenant de faire comme exercice, c'est d'ajouter la soustraction et d'ajouter le test, et de programmer la factorielle. Et ce que je ne vous propose pas de faire comme exercice, c'est d'étendre le mécanisme des fonctions pour avoir plusieurs arguments. Oui. Oui, alors, je répète la question. Pour les fonctions de plusieurs variables, pourrait-on se passer des fonctions de plusieurs variables en les curifiant, c'est-à-dire en ayant une fonction qui s'applique à l'un des arguments et qui renvoie une fonction qui s'applique à l'autre? Alors, ça serait possible de faire ça, mais ça demanderait de faire des fonctions qui renvoient des fonctions. Pour le moment, mes fonctions, elles renvoient des entiers. Donc, si vous faites ça avec vos élèves, je vous propose d'oublier la curification et de faire des fonctions de plusieurs variables. Si vous le faites juste pour vous amuser, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, avec ça dépend des élèves. Hein. En master, on fait les fonctions d'ordre supérieur, les fonctions qui renvoient des fonctions, qui prennent en argument des fonctions qui renvoient des fonctions. Quand on fait ça comme un exercice de licence, mon conseil, c'est de le faire avec juste des fonctions des entiers dans les entiers. Et du coup, ça demande d'avoir des fonctions de n arguments.
Voilà, bien sûr, comme vous n'allez pas écouter la conclusion à la fin de l'exercice, parce que vous serez concentré sur votre exercice, je vais conclure tout de suite avant qu'on commence l'exercice. Pour introduire la notion d'arbre, donner des exemples d'utilisation classique des arbres, qui étaient les arbres de recherche et la compression d'images, puis introduire la notion d'expression symbolique algébrique comme des arbres, puis ensuite passer de la notion de fonction d'expression algébrique à la notion de programme, et finalement terminer sur un langage de programmation qui n'est pas loin d'être un langage complet au sens de Turing, c'est-à-dire où on peut programmer toutes les fonctions calculables. Eh bien, en suivant ces 4 étapes, il m'a fallu 1 heure et 5 minutes. Voilà, donc si vous faites ça avec vos élèves, il vous faut 10 heures. Mais 10 heures, c'est pas beaucoup. Et ce type d'exercice est quand même un type d'exercice où on manipule des expressions linguistiques, des expressions symboliques, et finalement des programmes. Vous leur montrez tout un pan de l'informatique en quelques heures, qui est finalement, enfin, après on peut discuter de ce point, mais c'est un pan de l'informatique qui est plus intéressant que multiplier des matrices, inverser des matrices, etc. Bon, il y a bien sûr mes collègues qui multiplient des matrices et qui inversent des matrices, vous direz le contraire, mais il y a vraiment un aspect de l'informatique que vous leur montrez qui est un aspect important. C'est qu'en informatique, on écrit surtout des programmes qui manipulent d'autres programmes. Et de temps en temps, on écrit des programmes pour conduire un avion, une machine à laver ou un truc comme ça, mais ce n'est pas tant ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'écrire des programmes qui manipulent d'autres programmes, etc., et de construire comme ça une tour purement imaginaire, purement linguistique. Et indépendamment de cet aspect un peu réflexif de l'informatique, tourné vers l'informatique elle-même, la plupart des systèmes que vous utilisez manipulent davantage des expressions symboliques que des matrices, par exemple. Alors, si vous prenez un moteur de recherche, eh bien, essentiellement, ce qui est important, c'est les mots que vous mettez. Alors certes, derrière le moteur de recherche, c'est un bon contre-exemple, vous avez un algorithme de valeur propre et de calcul de points fixes, etc. Donc je ne vous dis pas que ce n'est pas important de savoir diagonaliser des matrices, mais essentiellement, c'est quoi les systèmes informatiques? Vous réservez un billet d'avion, vous avez une information symbolique qui est le numéro du vol, et cette information symbolique, elle va être transmise à une base de données qui va chercher s'il y a une place pour vous. On va vous rédiger une réponse dans une espèce de pseudo-langue naturelle. Et donc tout ça, ces systèmes informatiques, ce qu'ils font, c'est essentiellement manipuler des arbres qui elles-mêmes représentent des structures linguistiques, alors dans plus ou moins une langue naturelle, plus ou moins un langage formel, plus ou moins une expression algébrique. Et donc cette dimension de l'informatique qui manque aujourd'hui beaucoup dans les programmes de lycée et de prépa, c'est une dimension un peu nouvelle pour les élèves, vers lesquels vous pouvez leur ouvrir une porte. Et surtout, quand les élèves auront fait 6 ans d'informatique avant d'arriver en prépa, c'est-à-dire quand ils auront déjà vu les algorithmes de diagonalisation des matrices en 4e, parce qu'ils auront déjà vu les algorithmes d'inversion de matrices en 5e, à ce moment-là, il faudra bien leur proposer des choses nouvelles. Et toute cette partie de l'informatique qui manipule des expressions symboliques, ben, c'est un champ à ouvrir. C'est aussi une opportunité de faire des exercices qui ont cette faculté d'avoir un très petit nombre de lignes de code et de demander un grand nombre d'heures pour les mettre au point. C'est-à-dire on est à l'inverse d'autres domaines de l'informatique où on écrit des milliers de lignes de code, des millions de lignes de code très vite. Ici, on écrit très très peu de lignes de code, très très doucement. Des élèves que j'avais eu à l'ENSTA au tout début de ma carrière, je leur avais fait écrire un programme qui faisait 15 lignes en 7 séances. À la fin, ils étaient fous. Mais alors qu'à côté, je ne sais pas dans quel cours de web design ou quoi, ils avaient écrit 1 million de lignes en la première séance. Mais bon, ils avaient écrit un algorithme d'unification. Bon, c'était des choses c'était des lignes qui sont denses en concept. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est plus valorisant d'écrire
des lignes où il y a beaucoup de concepts que d'écrire des milliers de lignes de code. Mais enfin bon, après ça c'est... comme c'est filmé, je ne peux pas trop me mettre à dos tous mes collègues en un seul exposé. Donc je vous propose de faire cet exercice. Pour cela, vous pouvez récupérer l'ensemble des programmes que je vous ai montrés ici sur le fichier qui s'appelle arbre ou un truc comme ça, trees, ok. Et puis vous avez un fichier qui s'appelle exercice, dans lequel vous avez la définition de la factorielle. J'ai été gentil, j'ai écrit pour vous la définition de la factorielle, parce que comme il n'y a pas de syntaxe concrète, c'était un peu compliqué à écrire. En revanche, ce que vous avez à écrire, c'est la fonction d'évaluation. Et pour la fonction d'évaluation, le modèle est là. Ce qui manque, c'est deux choses, la soustraction et le test. Donc normalement, la soustraction, vous devriez arriver à l'écrire assez vite, et puis le test, vous devriez l'écrire vite. Voilà, donc je vous laisse ça, il nous reste un quart d'heure ou une demi-heure, et c'est bien plus suffisant, bien plus qu'il n'en faut pour... Ah oui, ok, alors on prend les questions avant l'exercice peut-être ? Oui, s'il y a des questions tout de suite. Ouais. Oui, juste une chose, j'en profite pour lancer les questions. Si je me souviens bien, Luc Bouget nous avait dit l'an dernier qu'il y a à l'heure actuelle, je ne sais pas si le chiffre est exact, 80% du code qui n'est plus écrit par des humains, qui est écrit par des machines à l'heure actuelle. Donc, je veux dire, écrire des programmes qui écrivent des programmes, c'est pas être dans une anormalité, c'est être dans la normalité complète. C'était précisément ce que j'ai essayé de dire dans mon exposé. Mais si vous aviez compris le contraire, je n'avais pas très bien réussi l'exposé. Non, ce que je vous dis, c'est que la plupart du temps, les programmes manipulent d'autres expressions symboliques davantage que des matrices et des polynômes. Même si c'est aussi important de savoir écrire des programmes qui manipulent des matrices et des polynômes. Alors, une question ici. Oui, dans cet environnement-là, peut-être que les élèves, et moi en partie aussi, posent la question de la traduction, c'est-à-dire le parsage d'une expression littéraire, chaîne de caractères vers un arbre. Donc, typiquement, je vous ai fait la fonction d'impression. Je ne vais pas la retrouver, bien sûr. Si elle est ici. Non, elle est là. Et la fonction inverse, c'est-à-dire celle qui fabrique à partir d'une expression comme celle-ci, ou d'une expression comme celle-là qui contient moins de parenthèses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la syntaxe concrète, qui fabrique l'arbre qui se trouve là, qui est la syntaxe abstraite qui correspond à la syntaxe concrète qui se trouve là. Alors c'est effectivement l'étape suivante. Donc il y a deux possibilités. Ou bien vous ne le faites pas, auquel cas les exemples sont un peu durs à écrire, parce qu'au lieu de les écrire comme ça, vous devez les écrire comme ça. Okay, donc c'est un peu plus dur à écrire. C'est pour ça que je vous ai écrit la factorielle, parce que balancer le nombre de parenthèses dans l'écriture de la factorielle m'a pris un certain temps et je ne voulais pas qu'on passe du temps là-dessus. Donc je vous ai écrit la factorielle. C'est plus intéressant pour vous d'écrire l'évaluateur. Une deuxième possibilité, c'est vous leur donnez un bout de code qui est l'analyseur syntaxique, le parseur, et puis ils vous font confiance et ils travaillent sur l'arbre de syntaxe abstraite. Ou bien vous leur faites un cours complet d'analyse syntaxique et vous leur faites écrire un analyseur syntaxique. Ça ne serait pas trop difficile puisque vos élèves, au moins ceux de l'option info, sont déjà des experts sur la notion d'automate. Donc leur dire que les automates, ça sert aussi à faire de l'analyse syntaxique ne serait pas inutile. Mais disons, après il y a des choix pédagogiques. Moi j'ai toujours fait le choix, quand j'enseigne ces choses, d'accorder une importance minimale au parsing. Donc je donne un parseur aux élèves, ils se débrouillent avec, s'ils veulent le modifier, ils peuvent le modifier. Mais j'essaye de ne pas leur faire écrire le parseur. Ça me semble beaucoup plus intéressant de leur faire écrire la sémantique du langage elle-même, donc l'évaluateur, que le parseur. Mais de mes collègues qui font la théorie des automates vous direz le contraire, que la belle partie dans un compilateur, c'est le parseur. On peut utiliser éventuellement le parseur de Python directement en redéfinissant. Il faut reposer la question dans le micro. On peut éventuellement utiliser le parseur de Python en définissant x comme étant l'arbre qui représente x, y, juste pour quelques exemples, quelques variables, de façon à ce que l'élève puisse facilement écrire son expression dans un langage naturel qui sera transformé en arbre, dans un premier temps. Alors c'est une solution qui marche. C'est une solution qui a l'inconvénient d'introduire disons, une partie du travail, c'est d'éviter d'introduire chez les élèves une confusion entre le langage qu'ils interprètent, le langage objet, et le langage dans lequel ils écrivent leur interpréteur, le métalangage.
En utilisant ce type de solution, on ne peut pas dire qu'on se donne tous les moyens d'éviter cette confusion. Donc on a peut-être même tendance à l'induire. Donc c'est une solution qui a ses avantages et ses inconvénients. Parmi ces inconvénients, il faut comprendre que si les élèves disent « Ah, mais on peut utiliser l'interpréteur, le parseur de Python », ils ne vont pas tarder à dire « Mais on pourrait aussi utiliser l'interpréteur de Python ». Et dans ce cas-là, tout votre exercice, c'est juste de taper les trucs en Python. Donc c'est une possibilité qui est risquée. Est-ce qu'on peut reprendre un exercice analogue, enfin peut-être pas analogue, justement, je me pose la question, en utilisant juste une pile d'évaluation pour évaluer une expression arithmétique qu'on passe justement en Python? Alors ça, c'est l'exercice suivant. Si vous prenez ce bout de code, l'évaluateur, dans la 3e version qu'on a écrite, on peut à nouveau se dire oui, mais bon, finalement, on dit juste plus, il faut le traduire par plus, multiplier, il faut le traduire par multiplier. Et, en fait, c'est Python qui fait le travail. En particulier, vous auriez pu poser cette question, comme on a eu la récursivité par miracle pour la factorielle, est-ce qu'on ne l'a pas juste par miracle parce qu'on utilise un métalangage qui lui-même a la récursivité? Et oui, c'est vrai, parce qu'on appelle récursivement l'évaluateur sur le corps de la fonction. Donc c'est bien parce qu'on a la récursivité qu'on a gratuitement la récursivité dans le langage objet. Donc l'étape suivante, après cet exercice qui mène à passer de évaluer ou interpréter à compiler, c'est de dire, non mais attendez, un jour, il va falloir qu'on produise du code pour une machine qui, elle, n'a pas la récursivité native. Et donc la première étape, c'est de commencer par dérécursiver ce programme, c'est-à-dire le rendre moins récursif. Et pour ça, plutôt que de dire on va faire un appel récursif sur un autre environnement, E, et puis, par miracle, quand on va revenir de cet appel récursif, l'environnement courant env va revenir, eh bien, on commence par dire on va mettre cet environnement sur la pile, s'appeler récursivement, puis le récupérer sur la pile ensuite. Et ça, c'est la première étape qui va mener étape par étape, pas par pas, jusqu'à transformer cet évaluateur en un compilateur. Donc, il y a une question un peu pédagogique qui est est-ce que c'est intéressant de faire le premier pas si on ne va pas jusqu'à produire du code pour une machine à pile? Et je ne suis pas absolument convaincu que ce soit une bonne idée, au sens où les élèves vont dire bah, pourquoi s'embêter avec une pile alors qu'on peut le faire comme ça. En revanche, oui, en revanche, tout ça prend une signification si à partir du code de la factorielle, on arrive à produire du code pour une machine à pile. Donc là, on comprend pourquoi il faut empiler, dépiler, etc. Parce que sur la machine à pile, il n'y a pas d'autre moyen de programmer la factorielle. Donc, je ne vous encourage pas à aller trop dans cette direction, sauf si vous allez jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous donnez une signification au fait d'introduire une pile, qui est que, in fine, vous voulez compiler vers une machine à pile. Bon, enfin, c'est des questions discutées. Hein. D'autres collègues vous diraient peut-être le contraire. Justement, je vais un petit peu dire le contraire pour avoir l'expérience d'années d'enseignement en sup option. C'est quelque chose qui séduit énormément les élèves. Donc cette année, je l'ai enseigné en IPT. L'évaluation post-fixée d'une pile amuse beaucoup les élèves. Et dès l'instant, on ne met pas de variables, mais même, bon, on peut rajouter quelques variables. Il n'y a pas trop de problème pour les meilleurs. Par contre, l'évaluation d'une expression formelle laisse les élèves qui ont énormément de difficultés avec la notion de variable et la notion d'abstraction, et tu vois, les fameuses évaluations qu'on oublie en cours de route, c'est un classique, c'est très difficile de leur faire comprendre. Et déjà, donc, dans la section MPSI, où ils sont beaucoup plus matheux, il y en a qui restent sur le carreau. Ça, c'est les fins de TP. Alors que là maintenant, j'enseigne donc en PC étoile. Et dans cette section-là, tous les aspects les plus abstraits étaient des évaluations. Je sais que là, là cette année, j'aurai 2 élèves que je pourrais peut-être accrocher. Les autres décrocheraient au bout d'un moment. Bon, parce qu'on a un problème, c'est que tu dis que leur niveau de compétence en informatique va augmenter, mais le problème, c'est que ça suppose un niveau d'abstraction mathématique qui non plus
Et on a de grosses difficultés déjà avec les programmes de maths à faire passer, dès qu'il y a deux variables, somme sur n de fn de x, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ils ont énormément de mal. Et là bon, pour l'avoir déjà expérimenté pendant des années, je vois bien des choses que je n'ose pas faire avec des PC étoiles, que je faisais sans difficulté avec des MPSI. On a aussi les problèmes, c'est que les filières ne sont pas égales par rapport à ce genre de choses-là. Mais par contre, c'est vrai que c'est très motivant pour les élèves quand ils y arrivent. Mais il y en a beaucoup qui restent sur le carreau et on n'arrive pas à les motiver en informatique sur ces aspects-là. Certains ne voudront, à la limite, ils préféreront faire du NumPy. C'est terrible à dire. Hein, non, mais c'est bien. Je ne suis pas là pour vous expliquer qu'il ne faut pas leur faire de calcul numérique. Je suis là pour vous dire qu'à côté du calcul numérique, il y a plein d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Alors, bien sûr, je ne peux pas répondre à la question, est-ce qu'il faut le faire avec tels élèves ou avec tels élèves, etc. C'est vous qui connaissez vos élèves et c'est vous qui voyez quelles sont leurs motivations et quelles sont leurs compétences. Alors, cela dit, je suis d'accord sur le fait que si on prend une expression arithmétique sans variable, produire du code pour une machine à piles qui n'a finalement que deux opérations, push et pop, et plus les opérations arithmétiques, c'est un exercice qui est relativement facile. C'est-à-dire que c'est un premier pas vers la compilation qui ne demande pas d'avoir un langage aussi complexe que celui-ci et qui peut montrer ce qu'est vraiment la traduction d'une expression dans du code pour une machine à piles. Ça je suis d'accord. Ensuite, comme je l'ai dit au début, il faut anticiper le fait que le niveau des élèves va monter et on voit dans les pays européens où on enseigne l'informatique au collège que ce type d'exercice, ils sont tout à fait capables de le faire en première année de fac, par exemple. Donc en sup. Donc c'est-à-dire quand ils auront fait plus d'informatique, il n'est pas évident qu'ils aient autant de difficultés avec ce type de questions. Et puis il y avait un troisième argument avec lequel là je vais être plus en désaccord. C'est l'idée que pour acquérir une forme de pensée abstraite comme celle qui est nécessaire pour manipuler des expressions qu'on ne voit pas, en se disant mais je ne vois pas l'expression, mais forcément c'est ou bien une somme, ou bien un produit, ou bien une variable. Donc c'est cette pensée abstraite. Est-ce qu'il faut qu'il l'ait d'abord acquise dans une autre matière, par exemple les mathématiques, pour l'utiliser en informatique, ou est-ce que le fait de faire ce type d'exercice peut leur permettre de développer cette forme d'abstraction? Il y a un va-et-vient entre les deux. Par exemple, sur les bases de données, donc moi j'ai aucune action dans les bases de données, donc en général je ne fais pas la promotion de l'enseignement des bases de données, mais pour une fois j'avais changé d'avis. Il y avait un enseignant qui disait les notions de relation, d'intersection de deux relations, de jointure de deux relations, de quantification, c'est des notions que les élèves ne maîtrisent pas en maths. Alors maintenant, comment est-ce qu'ils pourront les maîtriser en base de données? Et moi, ma réponse, c'était de lui dire, mais justement, peut-être qu'en voyant la notion de jointure dans une base de données, qui est une notion relativement facile, il y a une première base de données qui te dit que, je ne sais pas, ton prof de musique qui s'appelle Toto, puis il y a une deuxième base de données qui te dit que Toto, son numéro de téléphone, c'est ça, et tu poses la question, quel est le numéro de téléphone de mon prof de musique, et ça trouve le nom le numéro de téléphone. Bon. Peut-être que comprendre ça, comprendre la notion de jointure, puis ensuite comprendre que ça s'écrit R de YZ est par définition égal à il existe, non, R de XZ est par définition égal à il existe un Y tel que P de XY et Q de YZ, eh bien peut-être que c'est dans cet ordre-là qu'il faut aller. Et de leur dire, non, tant que tu n'as pas compris la quantification et la manière de faire la jointure de deux relations binaires, tu ne peux pas interroger une base de données. C'est pas forcément l'ordre dans lequel les choses doivent être faites. Alors, c'est l'ordre dans lequel nous, on fait les choses, parce que pour nous, c'est facile de comprendre quand il y a deux relations, ce qu'est leur jointure. Et ensuite, on se dit, oui, on va chercher des applications, peut-être les bases de données. Mais pour un débutant, ça peut être beaucoup plus facile d'introduire la notion de jointure comme ça, d'une manière complètement opérationnelle, et ensuite, dans une seconde étape, de lui dire, mais essayons de réfléchir sur cette notion. Donc il y a un va-et-vient entre les disciplines et je ne crois pas qu'il faille dire il faut que l'esprit d'abstraction soit développé en maths pour être utilisé en informatique. Je crois que les deux disciplines peuvent contribuer à développer, enfin, et d'autres, hein, bien entendu, peuvent contribuer à développer cet esprit d'abstraction. Y compris peut-être le latin, qui sait.
Quand tu dis que le niveau de nos élèves en informatique va sensiblement monter, c'est du sarcasme ou tu es sérieux? Pas du tout, pas du tout. Il y a juste un théorème qui dit que plus tu commences à apprendre quelque chose tôt, plus tu montes en niveau. Bon, je ne voulais pas lancer la polémique tout de suite, mais quand vous dites que le niveau de nos élèves en informatique va augmenter, en particulier parce qu'ils auront commencé au collège, avec quel prof? Je pourrais répondre, mais là c'est filmé, là, donc... Alors, je peux répondre à la question. Nous avons dans les masters d'informatique des milliers d'étudiants qui ne demandent qu'à enseigner. Alors, il est vrai qu'il y a des milliers d'étudiants et il est vrai que certains demandent à enseigner.